Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu récemment avec Léo. Léo que j'ai reçu il y a quelques semaines de ça sur la chaîne pour parler entraînement respiratoire, de son compte-rendu des entraînements respiratoires qu'il a effectués avec mon programme. Aujourd'hui, on parle de son étude qu'il met en place, qu'il est en train de mettre en place sur le sujet de l'entraînement respiratoire, des barrières auxquelles il se confronte et j'essaie d'apporter quelques réponses à ces questions dans ce contexte-là. Donc, on parle d'entraînement respiratoire, c'est parti. Tu poses des questions et moi je réponds. Moi j'essaie. Ouais. Alors, pour rappeler le contexte, du coup, donc moi je suis étudiant en Master 2 STAPS, entraînement et optimisation de la performance. J'effectue ma thèse sur l'entraînement respiratoire et plus particulièrement avec l'outil Breathe Way Better. J'aimerais bien comparer les effets aigus de l'outil, donc en effectuant un test de spirométrie en pré, puis une séance de Breathe Way Better, puis un test de spirométrie en post, pour pouvoir observer des éventuels effets donc, sur tout le système pulmonaire et ventilatoire. Voilà, ça c'est pour le contexte. Donc j'effectue actuellement une recherche globale de la littérature et j'ai trouvé pas mal d'infos sur l'entraînement inspiratoire, sur l'entraînement des muscles inspiratoires, également appelé le Inspiratory Muscle Warm-up. Donc, il y a Inspiratory Muscle Warm-up et Inspiratory Muscle Training. Et globalement, c'est un petit peu la même chose, de ce que j'ai compris. En tout cas, au niveau des effets sur le système ventilatoire, c'est la même chose. Donc, je me demandais si ces formes d'entraînement respiratoire étaient comparables. J'entends par là si l'entraînement avec le Breathe Way Better et le Inspiratory Muscle Warm-up or Training étaient comparables du coup. Donc, j'ai préparé des questions pour toi. La question numéro 1, c'était: penses-tu que le Breathe Way Better peut être une forme d'entraînement des muscles inspiratoires, même si ce n'est pas son usage principal? Ouais, clairement. Dans le sens où dès le moment où tu vas inspirer pour vider le ballon, eh ben, tu vas entraîner ou utiliser au grand minimum tes muscles inspiratoires. Donc, je pense qu'ils s'utilisent sur les deux, inspiratoire et expiratoire. Après, en général, de ce que je sais, en tout cas, il y a beaucoup, comme tu m'as dit, hein, beaucoup d'études sont faites avec le Power Breathe ou avec des outils équivalents. Donc, Ouais, outils à résistance qui vont développer notamment la pression inspiratoire ou la pression expiratoire. Et donc, ce n'est pas nécessairement les mêmes paramètres qu'on va aller chercher avec le Breathway, mais je pense qu'en termes de recrutement des muscles inspiratoires et expiratoires, selon comment tu organises le travail avec le Breathway, l'effet va être au grand minimum équivalent. Après, il y aura des différences du fait que un est plutôt résistance, l'autre est plutôt volume et coordination. Mais l'un dans l'autre, je pense que ça se retrouve. Ça reste dans la même grande catégorie, si tu veux. ouais, ok. Donc ça, c'était pour ma question numéro 1. Ensuite, du coup, je me demandais comment qualifier vraiment le travail. Mais du coup, tu viens de répondre. En fait, c'est du travail de volume et de coordination plus que du travail de résistance. Donc, j'aimerais Après, ça dépend comment tu le manipules. Je pense que tu peux jouer un peu avec le tempo. Ben, comme vu que tu as fait la prog respiratoire, quand tu joues avec les 3 secondes inspi, 1 seconde expi, tu peux techniquement le faire dans l'autre sens aussi. Ça, je ne l'ai pas mis dans le programme parce que techniquement, c'est plus dur à faire, mais tu peux très bien faire 3 secondes d'expiration, 1 seconde inspiration et mettre un focus sur le diaphragme et les muscles inspiratoires. Il faut juste prêter attention à cette technique du fait que c'est très facile quand tu inspires rapidement, de mal inspirer, entre guillemets, si on admet qu'il y a une manière de respirer qui est moins techniquement correcte que les autres. Ça a sa place, bien sûr, mais ouais, je pense que ça peut être quelque chose à explorer de ce côté-là. Et toi, du coup, je ne sais pas si tu t'es déjà un petit peu renseigné sur tout ce qui est l'entraînement des muscles inspiratoires et plus spécifiquement si tu as déjà utilisé le Power Breathe et si oui, comment tu pourrais différencier quel est ton avis global sur cet outil, le Power Breathe, en comparaison avec le Breathe Way, par exemple?
Bah, c'est vraiment un ressenti qui est pas vraiment le même. Et le fait que le Power Breathe ne soit pas isocapnique de nature, contrairement au Breathway, eh ben, ça veut dire que tu as seulement un nombre limité d'opportunités de répétitions à effectuer avant que tu doives, en gros, faire une petite pause pour remettre ton Ok. CO2 à niveau et pouvoir repartir. Donc, il y a cette contrainte qui fait que dans la littérature, ce que tu trouves souvent, c'est 2 fois 30 répétitions, 2 fois par jour, pendant 5 jours par semaine. C'est un peu le protocole standardisé. Euh, Est-ce que le double de répétition serait mieux? Ben, on ne sait pas parce que tu ne peux pas vraiment le faire sans avoir mal à la tête. Donc, on est un peu restreint au niveau de l'application. Et après, ouais, au niveau du ressenti, c'est pas le même ressenti. C'est vraiment, tu as vraiment une pression, une résistance à vaincre avec un outil comme le Power Grid et les autres compétiteurs équivalents. Alors que tu as vraiment alors, c'est pas sans résistance du tout, mais dans la grande majorité des cas avec le Breathway, voilà, c'est plus le ballon qui te donne un feedback sur le volume que tu bouges, mais tu n'as pas vraiment de résistance qui est appliquée, si on veut, et qui te force à expirer plus fort ou à inspirer plus fort. Donc, je dirais que le ressenti est assez différent quand même. Du coup, ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Moi, dans mon cas, euh, c'est assez compliqué pour moi dans tout ce protocole de thèse, etc. Parce que avec le Breezeway Battle, j'ai pas de feedback, si ce n'est le feedback visuel en fait. Et donc dans la recherche de protocoles à mettre en place, etc., c'est assez compliqué d'être très précis parce que justement, j'ai pas ce feedback. Alors, et du coup, c'est assez compliqué de mettre quelque chose en place au niveau du protocole, d'autant plus que la littérature n'est pas quasiment pas de cet outil-là, c'est des UIBTE. Donc, ouais, voilà, j'ai rien à ajouter. Un petit commentaire là-dessus, c'est le défaut, et je ne dis pas que c'est ce que tu fais, hein, mais c'est le défaut de vouloir baser tous nos projets de recherche et d'investigation sur ce qui s'est déjà fait, c'est que tu es restreint par ce qui s'est déjà fait ou pas. Et du coup, ben, quand tu n'as pas de barème, il faut établir tes propres barèmes. Et peut-être qu'une manière de commencer, c'est de te dire, ben, sur 3 protocoles donnés, lequel a le meilleur effet? Et je sais que tu as un seul outil et que du coup, tu ne peux pas avoir une étude avec 20 personnes qui le font tous en même temps, mais tu pourrais avoir différentes séances dans un but initial de rechercher le meilleur protocole par rapport à, ça peut même être un feedback subjectif, hein, te dire sur un test-retest en spirométrie ou sur un effort donné sur une activité physique, quel protocole a le meilleur effet sur une démographique donnée avec un test-retest plutôt en version acute, donc la réponse aiguë si tu veux bien. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire avant de pouvoir aller plus loin. Parce que, comme tu l'as dit, la recherche n'a pas encore été faite là-dessus. Mais dis-toi bien que la recherche, elle émane d'où? Elle émane de la pratique. C'est-à-dire qu'on essaye des trucs et ensuite on se dit, ah, ça serait intéressant de le quantifier, de le mesurer, de le standardiser. Et après, on va faire les recherches. Donc, je ne vois pas le manque de base de littérature scientifique. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que tu es dans un domaine nouveau, ça veut dire que tu as tout à faire. Oui, ça veut dire que ceux qui veulent absolument des preuves scientifiques, ils vont être sur ton dos et ils vont te dire, ouais, mais ça n'a pas été validé. Non, non, ça n'a pas été validé parce que ça n'a jamais été recherché. Donc, il faut peut-être qu'on commence à un moment donné, au lieu de se mordre du serpent qui se mord la queue et de se dire, ça n'a pas été recherché, donc on ne va pas le rechercher. Tu vois ce que je veux dire? Complètement d'accord avec toi et c'est le problème auquel je suis confronté en fait parce que j'ai mon tuteur de stage qui est mon professeur de physiologie qui est extrêmement pointilleux sur tout ce qui est protocole scientifique. Faut que tout soit carré, parfaitement paramétré, etc. Et voilà, je suis vraiment confronté à ce problème-là parce qu'il faut que j'arrive à le faire comprendre que justement, ben, à ce niveau-là, et que tout est à tester et qu'il faut bien commencer par quelque part. Donc voilà, c'est donc à moi maintenant comme tu disais, de tester, je pense, sur moi-même dans un premier temps quel protocole, en utilisant le pyromètre, quel protocole sur moi-même pourrait avoir le plus d'efficience. Donc peut-être un protocole en endurance, peut-être un protocole en puissance, donc avec une expiration comme j'ai pu le faire dans le programme, dans ton programme de l'utilisation du Breezeway.
Voilà, je pense que c'est à moi de trouver maintenant quelle, utilisation pourrait être la plus probante sur mes paramètres ventilatoires. Ouais, donc ça, c'est toujours la question de se dire ensuite le jeu de l'œuf et de la poule, de dire, ouais, mais du coup, si tu vas influencer tes résultats de spirométrie avec le test, est-ce que ça veut véritablement dire que tu as changé quelque chose ou est-ce que ton test initial n'était pas bon sur la Ouais, spirométrie? Et ensuite, ben, oui, le protocole, est-ce que un protocole technique volume comme les premières séances est suffisant ou est-ce que faire du travail spécifique expiratoire est intéressant? Mais après, on va sûrement te dire, ouais, mais les muscles expiratoires, ils ne sont pas sollicités quand tu respires, ce qui est vrai à basse intensité, ce qui n'est pas vrai à haute intensité. Euh, mais après, voir le champ d'application d'un raisonnement comme ça, je pense qu'il faut enfin, moi, ce que je ferais, c'est que j'aurais différentes options en tête, je les mettrais sur le papier et j'irais vers ton maître de thèse et en gros, tu lui dis, écoute, on a ces options-là, en sachant que ça n'a jamais été fait. Donc oui, on va à tâtons dans le noir, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un y aille, sinon on n'ira jamais. Et voir d'après lui quelles sont les meilleures options. Donc, vous ne pouvez pas arriver avec un grand point d'interrogation, mais arriver avec des options et voir comment il peut t'orienter par rapport à ses connaissances à lui aussi et de ce qu'il a vu être fait bien et moins bien pour trouver le meilleur, soit le meilleur protocole, soit le meilleur moyen de cadrer ton investigation pour que tu aies des résultats qui soient intéressants et pertinents, quoi. ouais, ok. Ouais, je vois. Je vois. C'est ouais, c'est quelque chose. C'est vraiment compliqué de commencer sur une base qui est sur aucune base en fait. Bah, La tu seule base commences que j'ai trouvée, vraiment, c'est cet inspiratory muscle warm-up ou ouais, training. Mais du coup, c'est quand même pas tout à fait la même chose que Breathe Way Better, mais je c'est pense que c'est quand c'est- même similaire. c'est pas la même chose, c'est similaire. Je pense qu'il faut que tu commences sur des bases théoriques. Parce qu'à un moment donné, il faut formuler une hypothèse et sans la pratique, mais que tu as, tu peux pas le faire. Donc, encore une fois, c'est bien joli de dire il n'y a pas d'études, mais formule une hypothèse. L'hypothèse étant que, par exemple, eh ben, avoir un échauffement spécifique sur le système respiratoire te permet ensuite de te sentir plus à l'aise sur un effort donné ou sur un entraînement, par exemple, à haute intensité, qui, on le sait de par la littérature, va solliciter le système respiratoire de manière très, très poussée. D'ailleurs, à mon avis, c'est un des endroits peut-être les plus intéressants parce que les gens ressentent vraiment la différence. Ouais, Ben, Claudia, par exemple, elle l'utilise à chaque fois qu'elle a un gros WOD de compétition. Le Bridway avant, c'est même plus une question. C'est que ça fait partie et intégrante de son échauffement. on en parlait dans la dernière vidéo qu'on a fait ensemble aussi. Ouais, ouais, c'est vrai que moi aussi, je l'ai beaucoup remarqué sur mes entraînements en MMA quand je le faisais avant. Dès l'échauffement, je suis directement dedans, quoi. Voilà. Il n'y a pas ce temps de latence, d'oxygénation qui parfois, voilà, là, c'était dedans direct. Ouais. Et vraiment, j'ai Donc, trouvé peut-être que ça très l'hypothèse, c'est intéressant. simplement que compléter son échauffement général avec un échauffement respiratoire avant des séances de haute intensité peut apporter un bénéfice à la qualité de la séance ou simplement à la perception de l'effort dès les premiers instants de l'entraînement. Donc ça te nécessiterait ben, de faire l'échauffement avant et de faire en sorte que les gens fassent un effort de haute intensité derrière, une fois avec un échauffement respiratoire, une fois sans. Mais en même temps, je pense que c'est une des avenues les plus intéressantes parce que au niveau théorique, c'est assez simple, mais ça se tient. Hein, on échauffe tous les muscles du corps. Pourquoi pas échauffer son système respiratoire si on sait on va devoir dédier une partie, une fraction importante de notre oxygène consommé à notre système respiratoire durant un effort type VO2 max. Et que du coup, en ayant un meilleur échauffement à ce niveau-là, on peut peut-être même améliorer les performances hein, de Ouais, manière directe, en sachant que le système respiratoire, au niveau hiérarchique, étant plus haut que les muscles même impliqués dans un effort, eh ben, si tu as un système respiratoire mieux échauffé et qui va mieux ensuite pouvoir assimiler la charge de travail, potentiellement moindre direction de flux sanguin des muscles moteurs vers le système respiratoire, ce ouais, réflexe euh, respiratory metabolic reflex, donc le réflexe métabolique respiratoire, qui est bien documenté aussi dans la recherche, donc ça tu peux sans doute le trouver.
et émettre une hypothèse et établir un protocole sur ces bases-là. Je pense que ça peut être assez intéressant. Et de plus, que tu as toute la fondation théorique derrière qui est bien établie, qui est assez claire. Et là-dessus, il y aura pas de mésentente, quoi. Donc, je pense que tu as peut-être meilleur temps de partir là-dessus. Parce que tu auras, en tout cas, c'est une piste à investiguer parce que tu auras des bases qui seront certainement un peu plus solides sur lesquelles partir sans devoir montrer patte blanche et 10 études qui ont déjà fait pareil avant. Ouais, ok. Ok, je vois, ouais. Bah, merci pour tes réponses, Sean. Encore une fois, c'est très intéressant. Puis je te tiendrai au courant de l'avancée de mon projet. Avec plaisir, avec plaisir. Bah, écoute, je pense que en tout cas, c'est un super projet. C'est cool que tu te lances là-dedans. Et toi, tu as vu hein, comment ça se passe et à quel point ça peut avoir un impact positif sur les entraînements, Ouais, le ressenti, les échauffements. Donc, je pense que c'est cool que déjà tu saches dans quoi tu t'engages et ensuite de voir comment tu peux le vérifier ou non sur autrui. Ça sera toujours intéressant. Un truc auquel je pense, qui je pense est intéressant à quantifier pour toi, c'est via un petit questionnaire subjectif avant que les gens s'engagent dans l'étude, c'est leur perception de leur respiration de manière générale. Parce que je pense qu'il y a clairement des gens qui sont plus limités que d'autres par leur système respiratoire, de manière relative par rapport au reste de leur système, et du coup que c'est possible qu'il y ait un bénéfice bien plus important pour ces personnes-là que pour le commun des mortels, on va l'appeler comme ça. Pas ok. nécessairement parce que je pense que tout le monde peut en bénéficier, mais je pense vraiment qu'il y en a certains qui vont en bénéficier plus que d'autres. Et ça, ce serait intéressant de voir si au final c'est corrélé avec simplement un questionnaire subjectif et la perception de la personne. Est-ce que ma respiration me limite en général dans des efforts de haute intensité? Simplement sur une question comme ça, parce que ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut prendre en compte, surtout, je pense, avec le travail respiratoire, c'est les répondeurs et les non-répondeurs. Et ça, je pense qu'il faut tout de suite l'inclure dans le, dans les méthodes, on va dire, parce que c'est possiblement un facteur qui va influencer l'issue des tests et des résultats que tu vas avoir. Tu connais des questionnaires éventuellement validés scientifiquement sur cette question-là? Encore une fois, j'ai pas le choix. Euh, non, non, mais Non. je sais de par tous les tests que j'ai faits et des gens avec qui j'ai travaillé que certains te mettent le RPE respiratoire plus haut que le reste et d'autres inversement. Et que en général, les gens qui ont du mal avec leur respiration, c'est ceux qui vont bénéficier en priorité du travail respiratoire. Mais ça, je pense que simplement avec ce raisonnement logique, parce qu'au final, la science, c'est un mode de fonctionnement et c'est avant tout basé sur la réflexion critique que une hypothèse ou une base logique pour former un argument est tout aussi intéressante qu'elle ait été testée scientifiquement ou pas. Donc, je pense que tu peux, si tu, enfin, ça c'est quelque chose que moi je ferais volontiers avec ton maître de thèse, d'avoir une petite discussion sur les fondements scientifiques et le besoin ou non d'avoir des études pour valider tout ce qu'on fait en allant de l'avant ou pas. Donc, si tu veux t'engager dans ce débat-là, tu peux, mais je pense que de base, d'avoir des réflexions qui sont claires et qui sont logiques et qui sont fondées sur euh, ouais, la logique, la pensée critique, c'est déjà une très très bonne base pour commencer. Mais ouais, certains assignent moins Je partage. d'intérêt à ces paramètres-là, hein, malheureusement. Je partage complètement ton avis. C'est un peu compliqué. C'est un peu la vieille école de ces enseignants-chercheurs, tu sais, vraiment basés sur les anciennes méthodologies, et c'est parfois compliqué de les sortir de leur cadre, parce qu'ils ont été toujours dans un cadre très cadré, difficile Le d'en cadre, il est sortir. nécessaire. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Le cadre, il est nécessaire. Après, le problème, c'est quand on devient trop rigide et on permet plus d'aller un petit peu à l'extrémité du cadre et d'aller voir un petit peu au-delà du cadre parce que ben,
si on reste uniquement dans le cadre de ce qu'on a fait ces 100 dernières années, eh ben, on restreint notre potentiel de développement parce qu'on n'a clairement pas tout compris, on n'a clairement pas trouvé toutes les réponses. Donc, je pense qu'il faut trouver un bon équilibre entre le cadre actuel, les connaissances actuelles, mais aussi ce qui n'a pas encore été fait, ce qui n'a pas encore été exploré, et se donner la possibilité d'aller le chercher, quoi. Ouais, donc bonne chance. Je te souhaite de trouver la limite la plus loin possible des cadres actuels tout en restant raisonnable dans ton raisonnement. Je te remercie. Tu avais d'autres questions, Léo? Non, c'est tout bon pour moi. Merci. Super. Bah écoute, merci, c'était un chouette petit exercice et si tu as d'autres questions à l'avenir, on se refait ça, il n'y a pas de problème. Ça marche, merci encore.